Donc, au cours de ce webinaire, je vais dans un premier temps vous présenter quelques points de contexte de l'étude et la problématique à laquelle nous avons tenté de répondre, puis la méthodologie que nous avons suivie. Alors, ensuite, les déchets générés et les problématiques liées à ces déchets qui ont été identifiés, puis des voies de valorisation potentielle des déchets de l'horticulture. Enfin, des fiches de vulgarisation à destination des producteurs sur les voies de valorisation identifiées. Donc, pour revenir au concept d'économie circulaire, il a pour objectif l'optimisation de l'utilisation des ressources en passant du modèle linéaire qui consiste à extraire, créer, consommer, puis jeter les produits, à un modèle circulaire avec une réflexion tout au long de l'utilisation des produits, de la conception à une réutilisation, réparation et même à son recyclage afin de n'éliminer que des déchets ultimes. Donc, l'économie circulaire est fondée sur 3 domaines et 7 piliers. Au cours de cette étude, on s'intéresse plus principalement au domaine de la gestion des déchets avec le recyclage des matières inertes et organiques, et également au domaine de la demande et du comportement des consommateurs avec l'allongement de la durée d'usage, donc le réemploi, la réparation et la réutilisation. Ensuite, la réglementation va de plus en plus dans le sens de l'économie circulaire, avec notamment des changements au niveau du Code de l'environnement. Donc, le Code de l'environnement demande de traiter les déchets en favorisant dans l'ordre la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, et en dernier recours, l'élimination. De plus, il présente de nouveaux objectifs depuis 2020, comme tendre vers 100% du plastique recyclé d'ici 2025, favoriser une gestion des déchets à proximité et limiter les dangers pour la santé ou pour l'environnement. Donc, lors de cette étude, on s'est intéressé plus particulièrement à la filière horticulture pépinière en Centre-Val de Loire. Le Centre-Val de Loire est une région avec de nombreux atouts pour la filière. Donc, il s'agit d'un bassin historique de l'horticulture. Il y a également de nombreuses entreprises présentes dans la région, 201 en 2015, et des centres de formation et de recherche, par exemple une station d'expérimentation au CDHRC et des établissements de formation. Cependant, c'est une filière en perte de vitesse. En effet, on observe une diminution du chiffre d'affaires, du nombre de parts de marché, mais également du nombre de producteurs. En 2013, il y avait 227 producteurs en Centre-Val de Loire, puis 201 en 2015 et plus que 160 en 2018. On observe donc un mouvement de disparition, de concentration et de réduction des entreprises horticoles et pépinières dans la région. Et plusieurs causes ont été constatées. C'est le manque de visibilité et d'attractivité, également une forte concurrence, notamment étrangère provenant d'Hollande, et également la distorsion entre ce que proposent les entreprises et les attentes des consommateurs. Donc tout cela engendre une réduction de la compétitivité de la filière. Pour améliorer cette compétitivité, il y a différents leviers sur lesquels on peut agir. Donc, par exemple, des démarches environnementales qui peuvent être valorisées auprès des consommateurs. En effet, en 2019, France Agrimer a réalisé une enquête auprès des producteurs de la région et 68% d'entre eux ont décrété que se différencier par des démarches environnementales est important pour améliorer la compétitivité et le positionnement sur les marchés des entreprises. Ensuite, d'un point de vue consommateur, il y a le Commissariat général au développement durable avec le service de l'observation et des statistiques qui a fait une enquête en 2016 qui montre avec 4258 consommateurs qui ont montré que 50 à 60% d'entre eux faisaient attention à la présence de labels écologiques pour les achats et 16 à 30%, et pour 16 à 30%, cela influence leur choix. Et enfin, à plus grande échelle, une enquête d'Accenture Stratégie en 2018
auprès d'environ 30 000 consommateurs de 35 pays, dont 1500 Français, a montré que 62% d'entre eux étaient plus enclins à acheter lorsque les marques étaient impliquées dans la réduction du plastique et l'amélioration de l'environnement. Donc, la gestion des déchets peut être un levier pour la reprise économique de la filière. Pour regarder un peu plus les chiffres sur les déchets, en 2017, il y a eu 326 millions de tonnes de déchets produits en France, dont 1,3 million de tonnes de déchets pour l'agriculture et la pêche. Sauf que ces chiffres ne prennent pas en compte les déchets organiques. Et en 2019, l'agriculture et la pêche avaient généré 373 millions de tonnes de déchets organiques. Enfin, pour parler plus précisément de la filière horticulture pépinière, on n'a pas trouvé de données spécifiques à cette filière. Je vais présenter rapidement le CAP Hortipépi dans lequel s'intègre cette étude. Donc, je ne sais pas si Guillaume est encore arrivé, mais si Guillaume Bénard veut intervenir pour expliquer un peu plus ce qu'est le CAP après ma présentation, il n'y a pas de souci. Donc, les CAP filières sont des programmes d'accompagnement des filières pour 14 filières en Centre-Val de Loire. Il s'agit de contrats d'appui au projet des filières avec le but de dynamiser les filières en facilitant les échanges entre les différents acteurs de la filière et proposant des projets collectifs, des financements pour l'expérimentation et les investissements individuels, des accompagnements techniques, etc. Actuellement, on est dans le CAP filière Hortipépi de 2018 à 2022 et cette étude se trouve dans l'action B, accompagner le changement dans les entreprises et plus particulièrement l'action B5, accompagner la filière dans la mise en place d'une gestion des déchets optimisée avec pour objectif d'identifier les possibilités d'optimisation collective de la gestion des déchets plastiques et des déchets verts. Donc pour cela, deux études sont en cours. Donc une sur le territoire orléanais pilotée par Orléans Métropole et une à l'échelle de la région, celle qu'on présente aujourd'hui, qui était pilotée par VG-Police Vallée. Alors, on est donc arrivé à la problématique, quels sont les déchets émis par les producteurs de la filière horticole en Centre-Val de Loire et comment peuvent-ils les valoriser dans une démarche d'économie circulaire? Cette problématique soulève deux sous-questions. Quelle est la gestion actuelle des déchets des producteurs de la région Centre-Val de Loire et quelles conditions sont nécessaires à la mise en place de nouvelles voies de valorisation de leurs déchets? En obligation, par exemple, il y a l'obligation de tri à la source et de valorisation des déchets organiques. Depuis 2016, c'était pour les producteurs de plus de 10 tonnes de déchets organiques par an. Et à partir de 2025, cette obligation devrait concerner tous les producteurs de déchets organiques, quel que soit le volume produit. Et ensuite, pour les déchets plastiques, il y a également des obligations de tri, donc avec le tri 5 flux par exemple, qui oblige les entreprises à séparer le papier, le carton, le verre, le métal, le plastique et le bois des autres déchets. Et également, à partir du 10 février 2020, il y a une mise en décharge des déchets qui sont valorisables qui va être progressivement interdite. Il faut donc trouver des voies de valorisation pour ces déchets. Sybille, il y a une précision qui nous est donnée par Véronique Gorel. C'est l'obligation de tri et de valorisation des déchets organiques pour tous s'applique à partir de 2023. D'accord, c'est pas très bien, merci. Voilà, donc lors de cette étude, on a dans un premier temps tenté d'identifier les déchets générés et les problématiques qui étaient liées par des recherches bibliographiques, des enquêtes auprès des horticulteurs et pépiniéristes à l'aide d'un questionnaire en ligne et de 6 entretiens semi-directifs. Puis, on a identifié et caractérisé les voies de valorisation par un benchmark d'autres filières du végétal suivi de 9 interviews d'experts. Et enfin, on a réalisé des fiches de vulgarisation. Donc là, je vais vous présenter les résultats de l'enquête auprès des horticulteurs et des pépiniéristes de la région.
Donc, pareil, il y aura un temps d'échange à la fin si certains d'entre vous veulent apporter des précisions ou ont des questions. Donc, on a eu 22 réponses au questionnaire, ce qui représente 13,8% des exploitations de la région. Et ces producteurs étaient répartis sur 4 départements qui représentent 84% des producteurs. Enfin, ces départements-là, on retrouve 84% des exploitations de la région. De plus, on observe que le Loiret, représenté à 50%, n'est pas une surreprésentation par rapport à la présence des exploitations dans le Loiret, mais l'échantillon reste faible, donc on n'a pas extrapolé les résultats à l'ensemble des producteurs. Donc, dans un premier temps, pour les déchets organiques, les productions des producteurs en Centre-Val de Loire sont très variées, comme on le voit sur ce nuage de mots. Donc, certains ne cultivent que des rosiers ou que des plantes grimpantes, quand d'autres ont vraiment décrit qu'ils avaient une production très diversifiée. Ils cultivent des annuels, des vivaces, des arbustes, etc. Ce qui entraîne également de nombreuses problématiques. Donc, 14 producteurs sur 22 qui ont répondu ont des problématiques avec les déchets organiques. Donc, les problématiques majeures sont le coût, le stockage et le volume important de déchets organiques, mais également la difficulté pour trouver des modes d'utilisation du compost ou la présence de plastique dans la matière organique et la difficulté de tri pour séparer l'un de l'autre. Lors des entretiens, ces difficultés ont été vues également. Par exemple, quand il faut jeter une plante entière, cela prend énormément de temps pour tout trier. Donc, tout part en benne pour les déchets industriels banals. Et il y a également la difficulté du fait qu'on ne peut pas épandre quand il y a du plastique. Et enfin, une problématique qui est revenue un peu moins souvent, mais c'est le fait que s'il y a certaines mauvaises herbes, même si ça reste en tas 1 ou 2 ans, ça repart. Donc, la présence d'adventices ou bioagresseurs dans la matière organique. On a ensuite regardé le mode de gestion actuel. Donc, le mode de gestion principal est le compostage, avec 15 producteurs sur 22 qui considèrent composter leurs déchets organiques, puis l'épandage directement. Ensuite, certains font également d'autres voies de valorisation pour leurs déchets, comme la production de biogaz par méthanisation ou la valorisation énergétique, mais c'est vraiment principalement le compostage qui ressort. Ensuite, ce qu'on voit en rose, c'est des producteurs qui, eux, n'ont pas de problème avec leurs déchets. On voit qu'il y a quand même 8 producteurs qui ont des problèmes à gérer leurs déchets organiques, même s'ils compostent, contrairement aux 7 premiers. Ensuite, pour les déchets plastiques, il y a 2 producteurs de plus qui ont des problématiques, donc 16 sur 22. Et ces problématiques sont déjà le fait que tous les plastiques sont mélangés. Donc, pour l'accès au recyclage, ça le complique. Il y a également les difficultés de tri pour séparer le plastique de la matière organique, notamment pour les pots en plastique, les tuteurs, lorsqu'il y a des invendus. Il n'y a pas l'absence de filière de recyclage et également la souillure des plastiques, donc c'est-à-dire la présence d'eau, de terre ou de matière organique sur les plastiques. En effet, lors des entretiens semi-directifs, ces problématiques sont revenues également. Dès qu'il y a un peu de terre sur un plastique, son recyclage devient compliqué. Il y a également un manque d'informations et d'outils pour le recyclage et la difficulté du temps de main-d'œuvre. Pour les petits pots type godet, etc., c'est là que ça pêche le plus à trier car ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Les plastiques sont principalement envoyés en déchetterie. Du coup, pour 18 producteurs sur 22 les envoient en déchetterie et seulement 4 ont déclaré envoyer leur plastique dans un réseau de recyclage.
Pourquoi ces plastiques ne sont pas envoyés en recyclage? D'après les producteurs, c'est principalement parce que la filière de recyclage n'existe pas, mais également pour tout ce qui est coût de main-d'œuvre, pour le nettoyage, pour le tri, également les difficultés de mise en œuvre du tri, et ensuite le mauvais fonctionnement de la filière. Cependant, il y a quand même quelques plastiques qui sont recyclés. Donc, dans un premier temps, on voit que 13 producteurs ont déclaré générer des emballages vides de produits phytosanitaires. Et parmi eux, 8 les envoient en recyclage. Donc, ce sont 8 qui n'ont pas coché envoyer leurs déchets, pas forcément avant. Mais c'est une filière qui est en place depuis 2001. On peut se demander pourquoi il en reste toujours 5 qui ne font pas appel à cette collecte et à cette filière de recyclage. Ensuite, il y a également 2 producteurs qui font recycler leurs films plastiques. Il y a plusieurs freins qui limitent l'accès à la filière de recyclage des films plastiques. C'est notamment la souillure et le volume faible qui augmente les coûts de transport et donc rend plus compliqué la collecte. Et enfin, les contenants, lors des entretiens et sur ce graphique, on observe qu'il y a 6 producteurs qui parviennent à faire recycler leurs contenants, donc tous leurs pots en plastique, etc. Or, c'est une filière qui est très peu développée. Beaucoup de producteurs pensent qu'elle n'existe pas, mais c'est juste qu'elle n'est pas encore accessible facilement et capable de prendre en charge des volumes importants. Enfin, on a demandé une estimation du coût. Alors, les producteurs ont majoritairement répondu qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne pouvaient pas estimer le coût de la gestion des déchets, mais ils ont répondu à une question sur la composition du coût. Donc, ce coût est principalement composé du temps de main-d'œuvre pour la gestion des déchets et ensuite plusieurs éléments de collecte. Donc, la récupération des déchets par une entreprise, le coût de transport, de prise en charge par une déchetterie ou de la location d'équipements de stockage. Enfin, afin de regarder l'intérêt de la suite de l'étude, on a posé des questions par rapport aux besoins d'information. Donc, 100% des répondants souhaitent des informations sur les voies de valorisation et 17 sur 22 pensent qu'une bonne gestion des déchets peut être différenciant auprès des consommateurs. Donc, c'est un levier sur lequel on peut agir. Ensuite, pour savoir que rechercher exactement, on a demandé sur quelle thématique l'information était attendue. Donc, c'est principalement la collecte qui intéressait le plus grand nombre de producteurs, puis le recyclage, les valorisations innovantes, et enfin le coût de la gestion des déchets et la valorisation énergétique. On avait posé des questions sur les volumes de déchets également pour essayer. On souhaitait initialement faire une cartographie potentielle des gisements en Centre-Val de Loire, et on s'est rendu compte que notamment pour les déchets organiques, c'était très compliqué car soit ils étaient mis en tas au fond, donc c'est une estimation visuelle rapidement en mètres cubes, ou sinon certains donnaient des volumes en tonnage, en nombre de bennes, ou n'étaient tout simplement pas en mesure de donner une estimation. Donc, on n'a pas pu la réaliser et pareil, on souhaitait voir si on pouvait faire des corrélations avec, par exemple, les productions ou les surfaces cultivées, qui également avec la diversité de production de la filière n'était pas possible, du moins avec le nombre de réponses que nous avions obtenues. Et après, tu as rapidement passé sur les cas qui présentaient donc les gens qui n'ont pas de problématique sur les questions de déchets organiques. Et tu as recueilli, il me semble, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas de problème. Est-ce que tu peux nous les partager? Oui. Donc, en fait, on n'a pas posé la question lors du questionnaire, mais c'est revenu parfois en entretien plutôt.
Et c'est pas forcément qu'ils ont un mode de gestion différent que ceux qui se considèrent qu'ils ont des problèmes avec leurs déchets organiques, mais c'est souvent qu'ils ont des parcelles pour pouvoir épandre leurs déchets, un espace de stockage assez grand pour laisser un tas prendre du volume de façon conséquente, ou tout simplement ça leur pose pas de problème d'envoyer leurs déchets en déchetterie. D'un point de vue, ils n'ont pas, voilà, c'est quelque chose qui leur convient et ils ne voient pas forcément l'intérêt de se poser plus de questions tant que ça fonctionne. C'était juste pour préciser l'obligation de tri à la source pour tous. Ça a été effectivement 2025 pour la loi française, mais maintenant la France s'est alignée sur la loi européenne, dont c'est 2023 la date. Et plus précisément, c'est 1er janvier 2023 pour quand on a plus de 5 tonnes de biodéchets à valoriser, de déchets organiques à valoriser. Et c'est 31 décembre 2023 quand on a 1 kilo, enfin, c'est-à-dire pour tous. D'accord. Voilà. Donc c'est début 2023 souvent pour les professionnels. Merci pour cette précision. Ça change aussi beaucoup dans le rétro-planning de solutions à mettre en place. Passer aux résultats sur l'identification des voies de valorisation. Donc, dans un premier temps, on a réalisé un benchmark des filières du maraîchage, de l'arboriculture, de la viticulture et de l'industrie agroalimentaire. Et on a identifié différentes voies de valorisation. Donc, premièrement, pour les déchets organiques, des voies de valorisation comme le compostage, la méthanisation, l'épandage, la chaudière biomasse, la distillation, les colverts, la valorisation de molécules d'intérêt en cosmétique, en alimentation animale, en complément alimentaire, également valorisation en bioraffinerie avec le biocarburant, la production de tissus et de papier biosourcés, des teintures textiles, des agrafes tuteurs et piquets pour la viticulture et enfin des emballages. Puis des valorisations pour les déchets plastiques. Donc cette valorisation, c'est principalement le recyclage mécanique, mais il y a 2 éco-organismes qui agissent, donc notamment Adivalor pour les déchets de l'agriculture et Citeo pour les déchets de l'industrie agroalimentaire. Donc à partir de ce benchmark, on a décidé d'étudier plus spécifiquement le compostage, la méthanisation, la valorisation de molécules d'intérêt, les bioraffineries et au cours de discussion, on a également ajouté les biochars. Puis pour les plastiques, donc le recyclage mécanique et une ouverture sur le recyclage chimique également. Pour cela, différents experts ont été interrogés. Donc il y en a qui sont là ce soir. Donc si vous voulez intervenir lorsque je ferai la présentation, il n'y a pas de souci pour apporter des précisions. Donc, dans un premier temps, pour le recyclage des plastiques et les bioraffineries, 3 experts ont été interrogés. Jacques Thébault du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, Vincent Vernet qui est chercheur à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand qui travaille notamment sur la biodégradabilité des plastiques ou le recyclage et encore d'autres sujets. Et enfin, Julie Cloupet, qui est responsable collecte chez Adivalor. Ensuite, pour les molécules d'intérêt, 3 autres experts, 4 ont été interrogés. Émilie Destando de l'Institut de chimie organique et analytique, qui est également enseignante à l'Université d'Orléans. Carmen Malpert du Centre de valorisation des agroressources. Et Valérie Serrano et Jean-Marc Signoret d'Alban Muller, qui est une entreprise qui fabrique notamment des cosmétiques naturels. Puis pour les biochars, Benoît Cagnon, qui travaille à l'UMR et à l'ICMN, donc interface confinement matériaux et nanostructures, donc sur les biochars également. Et pour le compostage, Véronique Gorel, qui vient nous faire le point sur la réglementation, qui est co-gérante d'Eau Compost, une association qui accompagne les projets de compostage.
Et pour la méthanisation, Benoît Chezeau de BioValo, un bureau d'études techniques pour le biogaz et la méthanisation. Donc, je vais vous présenter maintenant rapidement les voies de valorisation étudiées. Donc, le compostage, qui est une dégradation aérobie de la matière organique. Ça, on obtient un produit, le compost, qui peut être utilisé en amendement, mais également en substrat si la maturité est atteinte, donc la dégradation est terminée. Et le compostage permet également une hygiénisation de la matière organique, donc qui limite fortement la présence de pathogènes et d'adventices avant qu'elle soit épandue. Il y a quelques faiblesses à ces projets, donc le fait que la matière ligneuse doit être broyée car elle est difficilement dégradable, et également ça demande un peu d'entretien avec des retournements et des arrosages. Mais il y a de nombreuses opportunités, donc de nombreuses formations pour proposer. Il y a également une possibilité de faire des projets collectifs ou individuels, ou également de faire appel à des prestataires de services. Ensuite, pour la méthanisation, c'est une dégradation anaérobie, cette fois-ci, de la matière organique. Donc, pour cela, il faut mettre en place une unité de méthanisation à partir de laquelle on a une production de biogaz qui peut être envoyé dans le réseau de gaz naturel ou par la cogénération produire de l'électricité et de la chaleur, et également production du digestat qui peut ensuite être épandu, enfin doit ensuite être géré et donc épandu sur les parcelles de l'exploitation. Donc, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que la chaleur peut être valorisée directement sur l'exploitation et l'électricité et le gaz naturel peuvent être vendus avec des contrats de rachat. Cependant, l'investissement est important, plusieurs millions, de 1 à plusieurs millions d'euros pour la construction d'une unité. Et ensuite, ça demande un investissement sur la durée, puisqu'il est nécessaire d'avoir au moins un 3/4 équivalent temps plein, spécifiquement pour l'activité de méthanisation. Ensuite, les bioraffineries. Les bioraffineries sont des plateformes qui permettent de produire différents produits biosourcés, comme du biocarburant, des matériaux, des plastiques biosourcés, des produits chimiques et encore de l'énergie. Donc, c'est intéressant car il y a plusieurs voies de valorisation pour une même ressource et une forte valeur ajoutée. Cependant, il y a des faiblesses qu'on va retrouver dans les 2 prochaines voies de valorisation également, qui sont liées au fait que ce soit un processus industriel. Donc, le problème du déchet, il faut qu'il soit constant, homogène et reproductible d'une année sur l'autre et pouvoir assurer un volume minimum pour l'industrie. Donc, c'est plus simple de favoriser des projets collectifs pour le volume minimum, mais c'est vrai que pour la constance et la reproductibilité, c'est un peu plus compliqué, surtout en horticulture, de trouver des productions avec des ressources équivalentes. Ensuite, pour la production de biochars, donc les biochars, ce sont des matériaux poreux qui absorbent les molécules dans l'eau, présentes dans l'eau, et sont obtenus par pyrolyse de la matière organique. Donc, tous les résidus organiques ont un potentiel de carbone activé. Ça a ensuite une forte valeur ajoutée et ce sont des composés dépolluants. Donc, ça peut absorber les molécules dans l'eau comme les pesticides, les herbicides, les fongicides. Cependant, un carbone activé n'est pas forcément d'intérêt car un type de plante donne un type de carbone activé. Mais en opportunité, dans le centre Val-de-Loire, il y a l'industrie qui est présente à Vierzon, Jacobi Carbone, et il y a également un fort intérêt actuel pour les biochars. Et enfin, la dernière voie de valorisation identifiée pour les déchets organiques, c'est la valorisation de molécules d'intérêt. Donc, à partir d'une extraction puis la purification de molécules, elles peuvent ensuite être utilisées en nutrition animale, en complément alimentaire, en cosmétique, même en protection des cultures.
Donc, cette valorisation a une forte valeur ajoutée, encore une fois, et, plusieurs voies sont possibles pour un même extrait végétal. Cependant, il faut privilégier une ressource composée d'une seule variété ou de variétés très proches. Il faut également avoir très peu de traces de produits phytosanitaires et donc un volume minimum qui doit être assuré également. Donc encore une fois, on revient sur les problèmes du recours à l'industrie, donc les problèmes du déchet, peu constant, peu reproductible, et ensuite du coût de mise en place, le coût des tests et le temps également de mise en place du projet. Ce que les molécules d'intérêt ont comme frein au risque en plus des autres, c'est que le marché est volatile. Donc potentiellement, après tout ce temps de recherche, la valorisation peut être sur une courte durée, donc de 2 ou 3 ans. Enfin, pour passer aux voies de valorisation des déchets plastiques, il y a donc le procédé le plus connu, qui est le recyclage mécanique. Mais à partir d'un produit en plastique, il est broyé, nettoyé, puis fondu, on en crée des granulés afin ensuite d'obtenir de nouveaux produits en plastique. Il y a comme force pour la filière, c'est qu'il y a un éco-organisme qui est dédié au plastique agricole, Agrivalor. Cependant, pour le reste, les filières sont souvent mal organisées et il y a également une perte de qualité lors du recyclage. Donc, ce n'est pas possible de recycler de façon infinie les produits. Et ensuite, si les produits sont souillés, donc par de l'eau, de la terre ou de la matière organique, il n'est pas rentable de les recycler mécaniquement. Cependant, il y a des opportunités dans les années à venir avec le développement notamment de marquage de plastique qui, comme une carte d'identité qui faciliterait le tri automatique et également des projets de nettoyage de plastique à sec directement sur les exploitations. Et voilà. Ensuite, enfin, pour le recyclage chimique permet, à partir de processus, de revenir au polymère, au monomère ou à une composition très proche du pétrole initial. Donc, c'est reformer vraiment du plastique comme si il était neuf. Cependant, c'est une filière qui est encore très peu développée. Elle est en recherche et développement, mais elle permettrait de traiter des plastiques non recyclables mécaniquement ou des plastiques souillés. Et il y a de nombreux projets qui sont en cours de développement, notamment à l'échelle européenne. Donc, il faut rester à l'affût dans les années à venir pour voir si ce mode de recyclage pourrait être utilisable en horticulture. À partir de ces résultats, des fiches de vulgarisation ont été rédigées. Donc, une première fiche sur la réglementation, quelques points clés de la réglementation des déchets de la filière horticulture pépinière. Puis, une seconde, une métafiche sur les déchets organiques avec quelques chiffres clés et les problématiques qui sont remontées lors des entretiens. Constituée ensuite de 5 fiches présentant chacune des voies de valorisation étudiées. Et pareil pour les plastiques, une métafiche avec les chiffres clés et les problématiques et 2 fiches sur les voies de valorisation étudiées. Donc pour vous donner un exemple de fiche, celle du compostage, donc elles ont toutes à peu près, elles sont constituées de la même façon, avec en première partie passage sur le fonctionnement, les ressources nécessaires et les étapes de mise soit en place du projet ou de réalisation en l'occurrence, les grandes étapes pour composter. Puis une analyse stratégique avec les avantages, les inconvénients, les freins et les leviers à de tels projets. Enfin, quelques acteurs clés à contacter si un projet veut être mis en place et des références complémentaires. Cette partie n'est pas présente dans toutes les fiches, mais pour certaines, il y a donc des guides un peu techniques pour voir
plus en profondeur comment fonctionnent les techniques et également des présentations de projets qui ont été mis en place. Donc, pour conclure, on a identifié des problématiques majeures. Donc, la problématique des déchets organiques avec l'absence de parcelles pour épandre ou la présence d'éléments indésirables dans la biomasse, tels que des plastiques, des adventices ou des bioagresseurs. Et pour les déchets plastiques, l'absence de filière de recyclage, la souillure du plastique avec la présence d'eau, de terre ou de déchets organiques qui compliquent l'accès au recyclage et les difficultés de tri. Pour les voies de valorisation, pour les déchets organiques, la voie la plus accessible reste le compostage, avec ensuite un épandage de la matière organique ou une utilisation en substrat de culture. Et il y a également les perspectives au niveau industriel, si la biomasse est homogène, constante et avec un volume minimal de produits connus, alors elle pourrait être valorisée potentiellement, une valorisation des molécules d'intérêt pourrait être mise en place, ou une production de biochar ou une production de produits biosourcés en bioraffinerie. Enfin, pour les plastiques, il y a des filières actuellement en place si les plastiques ne sont pas trop souillés. Donc, notamment pour les films plastiques, les filets, les ficelles, les big bags, les sacs, les boîtes, les gaines souples d'irrigation, les fûts en plastique et les bidons en plastique, donc mises en place par Adivalor. Et il y a également des perspectives. Donc, au niveau, il y a des projets de recyclage des pots en plastique en cours de développement. Il y a également le projet d'outils de nettoyage à sec des plastiques et le développement du recyclage chimique. Donc, je tiens particulièrement à remercier d'abord l'encadrement de mon stage et de l'étude, donc VG Police Valais, Aurélien Lepentier et Marion Delpy. Également, le comité de pilotage qui m'a suivi tout au long de ce stage, Sophie Brèche et Guillaume Bénard, qui se sont également occupés de tout le contact, la transmission des informations et du questionnaire auprès des producteurs. Et les 3 producteurs de mon comité de suivi, Arnaud Cronier, Hervé Signé, Olivier Toulic. Et enfin, l'ensemble des producteurs qui ont participé au questionnaire et aux entretiens et l'ensemble des experts interrogés. Donc, je vous remercie pour votre attention.